Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir le docteur Anne-Laure Muller, qui est médecin et radiologue, mais surtout qui est mon amie et qui est une amie très précieuse, une amie qui est très chère à mon cœur, avec d'énormes qualités humaines. Donc je me dis que pour un médecin, c'est vraiment un énorme plus. Donc vraiment un très grand merci Anne-Laure. Je suis tellement contente de faire cet épisode avec toi. Donc merci beaucoup parce que je sais que tu as un emploi du temps très chargé par ton métier. Voilà, un grand merci et on va commencer tout de suite en te demandant eh bien, de te présenter parce que Anne-Laure, bon, est médecin, mais elle a tellement de qualités et aussi elle s'intéresse bien sûr à la femme. C'est quelqu'un qui est très intéressé par tout ce qui touche au domaine féminin, notamment à la fatigue qu'on peut éprouver en tant que femme. Et Anne-Laure s'intéresse beaucoup aux femmes dirigeantes, celles qui ont énormément de, comme on dit, de charge mentale charge mentale dans le cerveau, mais aussi à porter sur les épaules. Donc c'est pour ça aussi que j'ai eu envie d'inviter Anne-Laure parce que ça fait partie évidemment tellement de ce que nous vivons au moment de la ménopause. Anne-Laure, je te laisse la parole tout de suite. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors, je vais me présenter, mais déjà, je vais dire merci de m'avoir invitée parce que j'apprécie et ton podcast que je suis, mais aussi toi, Isa, en tant que personne et professionnelle, puisque j'apprécie ta prise en charge globale des femmes, puisque je crois qu'on est assez d'accord sur le fait que on ne se résume pas à un corps ou à un signe physique, mais ça va beaucoup plus loin que ça. Donc, merci. Alors, pour la présentation, je vais essayer de ne pas faire trop long. Je suis Anne-Laure, j'ai 42 ans. Je suis radiologue, donc depuis un petit moment. Au départ, j'ai voulu faire de l'obstétrique. J'ai renoncé parce que la chirurgie, c'était pas trop mon truc. Ce que j'aimais, c'était l'éducation des femmes. Et puis, je me suis orientée vers la radiologie puisque ça permettait de faire les diagnostics, ce qui est quand même très important, en appréciant plus particulièrement tout ce qui est osseux et le cerveau. Et par contre, j'ai trouvé ça très frustrant parce que je trouve que souvent, soit on trouve rien, mais on voit très bien qu'il y a un problème plus global, soit même quand on trouve quelque chose, la prise en charge se résume souvent à un organe, une pathologie. Et personnellement, je trouvais ça très frustrant, donc j'avais envie d'avoir une vision plus d'ensemble. C'est pour ça que je me suis intéressée aux pathologies du sport, à tout ce qui est neuroradiologie, mais aussi au yoga, à la yoga thérapie, à l'hypnose, pour pouvoir la nutrition aussi, c'est une prise en charge plus générale des patientes. Voilà, donc les femmes, c'est très important pour moi. Je trouve qu'on est des superwomen à avoir une vie professionnelle, une vie personnelle, faire beaucoup de choses à la fois. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir partager. Oui, et puis bon, tu le fais en plus très bien. Et j'admire ce côté voilà très à l'écoute des besoins des femmes parce que bon, Anne-Laure est aussi maman, donc elle a deux jeunes ados aussi à gérer, un beau toutou. Elle est très active, elle est sportive, elle se forme constamment, Anne-Laure, donc pour être toujours au plus près des besoins des femmes. Merci à toi justement pour nous apporter toutes tes connaissances et toutes tes approches. Et alors, justement, pour être dans le concret maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans notre corps après, bon, 40, 45 ans, 50 ans, au niveau de la structure? Parce que on parle beaucoup des hormones, mais comme tu le disais, bah, les os, les muscles, les articulations aussi changent. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Alors, je vais parler de manière générale, sans utiliser des termes trop médicaux. On n'est pas là pour ça. Donc, s'il y a des approximations, c'est normal. C'est histoire de résumer que ça soit compréhensible.
On a effectivement à cette période de la vie, aux alentours de 50 ans, mais de manière très globale, hein, ça peut être 35, 40 ans jusqu'à 60, 65 ans et puis même au-delà, puisqu'on est toujours ménopausé, des évolutions qui sont hormonales avec la période donc de la ménopause ou avec l'arrêt de l'ovulation, il y a des tas de mécanismes qui se mettent en place, mais également c'est une continuité du corps depuis qu'on est né jusqu'à la fin de sa vie. Et ça, il ne faut pas oublier parce que souvent on résume en fait un corps d'une femme à la ménopause sur elle a juste une baisse d'hormones. Non, elle a une continuité de son corps. Et je pense que c'est quand même important de ne pas l'oublier pour pas se dire bon bah voilà, je suis foutue, je suis ménopausée, désolée pour le mot un peu C'est ça. voilà, y a pas que ça, il y a une continuité. Donc, les variations qui vont se faire dans le corps sont également liées à ça, sans compter toutes les maladies qui peuvent survenir à l'âge de 20 ans comme à l'âge de 50 ans. Donc, j'ai pas envie qu'on résume la femme juste à ces variations. Si on se base quand même là-dessus, puisque c'est la question qui revient quand même, le fait d'avoir cette ménopause va jouer sur un ensemble d'organes. Quand j'ai fait mes études, il y a fort longtemps, Au passé. on, on nous résumait quand même la femme elle n'ovule plus, donc elle a plus de règles, donc elle va avoir de l'ostéoporose. Bon, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas que ça. Ça va aussi jouer sur son cerveau, ça va jouer sur ses articulations, ça va jouer sur ses os, ça va jouer sur son microbiote, des choses qui sont extrêmement diverses et qui sont intriquées les uns dans les autres. D'accord. Donc, mais c'est bien de dire que enfin, tout ne s'arrête pas au moment de la ménopause, qu'on a une vie avant, on a une vie après, et que finalement c'est une évolution aussi normale de la vie, de l'usure, j'allais dire, de notre corps en tant qu'humain. Je pense pas qu'on puisse résumer juste à le fait de faire des bébés, C'est parce que ça. sinon, sinon il faudra en pondre pardon, au moins 20 au cours de sa vie pour être utile. Donc, pour moi, on n'est vraiment pas résumé à ça, sans compter ceux qui veulent pas avoir d'enfants, ceux qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Donc, vraiment, je pense pas qu'il faille se résumer à ça. C'est pas pour autant qu'il faut pas le prendre en compte. Euh, D'accord. et il faut aussi pas oublier que bah, quand on fait les... Parce que pour moi, c'est important de dire que les gens qui disent qu'ils sont plus heureux ne sont pas les gens de 20 ans où on se dit, waouh, quand j'avais 20 ans, quand ils font les statistiques, les gens les plus heureux, c'est les gens qui viennent d'être retraités, enfin, qui sont retraités, pas encore dans l'extrême vieillesse, mais dans une période où finalement, de l'extérieur, quand on a 20 ans, on se dit c'est peut-être pas la période que je reste d'avoir, et pourtant c'est la période où les gens sont le plus heureux. Donc il y Mm. a autre chose. Oui, voilà, ça se résume pas juste à un corps physique, il y a autre chose aussi. Mais alors là, je vais revenir sur du concret. En tant que médecin radiologue, quels sont les changements que tu observes le plus souvent sur les radios ou les IRM chez les femmes après 45-50 ans? Alors, ce que l'on peut voir, ça va dépendre des techniques. La radiologie, c'est l'échographie, les radios, les scanners, les IRM, l'ostéodensitométrie pour voir si les os sont solides ou pas. Il y a différentes choses, donc on va voir des choses différentes. Ce qui revient le plus et ce qui est le plus connu, c'est les tassements vertébraux. Donc le tassement des vertèbres, donc qui diminue de taille, puisque comme les os sont moins solides avec le temps, en cas soit spontanément ou alors avec un petit traumatisme, une petite chute, etc., on a les os qui se tassent. On a aussi plus facilement certaines fractures du poignet, de la hanche, etc. Même sans ces événements aigus, on a aussi l'aspect des muscles qui devient plus rabougri, plus petit et un peu plus graisseux que musculaire. Alors graisseux, c'est pas dans le sens on a pris du poids, c'est le tissu sous la peau, c'est juste la structure du muscle qui devient moins dense. Euh, et puis les articulations qui avec le temps s'usent. C'est pas tout le monde a la même, on peut dire votre âge sur les images. Non, non, non.
en fonction de son mode de vie, de ce que l'on fait, de sa génétique, des maladies qu'on a eues, on aura des signes plus ou moins marqués. D'accord. Et alors, tu parlais justement des muscles. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi la perte de masse musculaire est si fréquente avec l'âge? Est-ce que c'est uniquement hormonal ou est-ce que c'est aussi lié au mode de vie? Alors, la perte des muscles, elle ne se fait pas juste au moment de la ménopause. Paf, 51 ans à peu près en moyenne, plouf, ça Ça y est, y j'ai est. perdu tous mes muscles, je peux plus bouger les bras. Non, c'est déjà c'est progressif. Au fur et à mesure du temps, elle s'augmente. Enfin, il y a plus de pertes musculaires, surtout à partir de 40 ans, et à peu près 1% par an. Et à partir de 70 ans, ça s'augmente encore plus. Il y a effectivement un caractère hormonal qu'il faut quand même dire, avec le fait que les hormones sexuelles, la testostérone, donc l'hormone masculine, mais que les femmes ont aussi, mais aussi les œstrogènes, etc., vont jouer sur les muscles. Mais par contre, comme je le disais avant, on ne peut pas dire l'âge des gens ou leur statut hormonal juste sur l'aspect des muscles que l'on voit. C'est aussi parce que ce qu'on mange, les maladies qu'on a eues, l'exercice que l'on fait, va jouer. Même à quelqu'un pour quelqu'un qui a 20 ans, si c'est quelqu'un qui est un coach potato ou si c'est quelqu'un qui est super actif, il n'aura pas la même quantité de muscles. Et ça, c'est également le cas à la ménopause. Donc, c'est pour ça qu'il est important d'agir aussi sur les autres facteurs pour préserver le plus longtemps possible sa masse musculaire pour qu'on fasse plutôt partie des bons statistiques que des moins bons Oui. statistiques. Donc finalement, si on maintient une bonne activité physique qui vont solliciter nos muscles, il n'y a pas de raison que ça dégringole, comme tu dis, à un instant T, ça y est, on est en ménopause et on perd tout. Non, ça se fait Il y aura, progressivement. il y aura quand même plus facilement une perte, ça, il faut, voilà, musculaire, puisque ça se fait même déjà avant. Mais par Oui, contre, on va limiter. Au lieu d'avoir une courbe très importante, on va limiter la pente. Euh, donc, c'est pour ça que c'est important de ne pas se dire c'est fichu. oui, voilà. Ça, ça, c'est le message Ouais, le plus positif. voilà. Oui, mesdames, on n'est pas foutus, on peut toujours faire quelque chose. Donc ça, c'était pour les muscles et la sarcopénie, mais est-ce que... alors, j'avais une question aussi maintenant autour de l'ostéoporose. Et je voulais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer comment les os évoluent avec l'âge? Est-ce que vraiment ça évolue d'ailleurs avec l'âge? Est-ce que c'est une question d'âge? Et pourquoi certaines femmes sont plus touchées que d'autres? Est-ce que c'est uniquement la génétique ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Alors, il y a plein d'autres facteurs. La densité osseuse, donc l'os plus ou moins costaud, solide, c'est lié à beaucoup de facteurs. On a le plus de densité osseuse, donc le plus d'os, pas en nombre, hein. Il n'y a pas des os qui poussent avec des huitièmes doigts, j'en sais rien, sur une seule main. C'est plutôt vers l'âge de 25-30 ans. Après, ça va être lié à beaucoup de facteurs. Des facteurs sur lesquels on peut agir et des facteurs sur lesquels on ne peut pas agir pour éliminer déjà ceux sur lesquels on ne peut pas agir, bon, ben, la génétique, les maladies qui peuvent survenir, certains traitements qu'on doit prendre pour d'autres raisons, donc ça c'est important de les prendre s'il y en a besoin. Euh, Après, il y a des choses qui sont sur le court et le long terme. Si durant l'adolescence, on a fait du sport à très haut niveau, mais les sports où on a une restriction alimentaire, par exemple, on a été gymnaste et on a dû pas beaucoup manger parce qu'il fallait, voilà, eh bien, ça va retentir à l'âge de la ménopause. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles, bah, quand on arrive à l'époque de la ménopause, on ne peut pas en faire grand-chose, mais par contre, c'est un message à faire passer, je pense, pour les gens et les plus jeunes qui nous entourent. Maintenant, quand on a l'âge de la périménopause, il y a des choses sur lesquelles on peut jouer. Déjà, aller voir son médecin. Parce qu'il faut vérifier s'il n'y a pas d'autres choses, puisqu'il n'y a pas que la ménopause qui joue, mais d'autres choses hormonales ou autres qui peuvent jouer sur la densité osseuse. La manière dont on se nourrit,
C'est extrêmement important. C'est toujours compliqué parce qu'à l'époque de la ménopause, à la période de la ménopause, on commence à prendre un peu de poids, on n'a pas envie d'avoir le petit bidou, voilà. Donc en fait, on va commencer à manger moins, essayer de faire des efforts. Bah oui, mais c'est pour avoir moins d'os. C'est peut-être pas. Vaut mieux Ouais. des os solides et un petit peu de gras sur le bidou. Voilà. La manière, donc il y a la quantité, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on met dedans. Sachant que pour revenir à ça, statistiquement, c'est pas les. Enfin, il vaut mieux avoir pas un poids trop maigre, limite un petit bidou, un petit surpoids pour avoir une densité plus importante. Je dis pas que c'est bon pour tout le reste, hein, mais sur la densité osseuse, c'est important. L'inflammation générale du corps, le microbiote que l'on a, donc c'est les petites bactéries qui nous aident à digérer dans l'intestin, puisque ça va aussi jouer sur l'absorption, sur ce qu'on va pouvoir absorber de ce qu'on mange, puisqu'on n'est pas ni tous égaux au départ, ni on n'absorbe pas de la même façon. Et puis bien évidemment l'activité physique. Si on fait du sport, ça fait des contraintes, les os ont besoin de rester solides. Vous voyez bien les astronautes, ils perdent des os. Pourtant, ils sont voilà. Mais en fait, comme il n'y a plus le poids de la Terre je simplifie, mais qui se met dessus, les os se disent, bah, j'ai pas besoin d'être lourd, autant faire des économies. Donc, c'est pour ça que le sport, c'est un peu comme, voilà, c'est pour ça qu'on fait faire du sport aux astronautes. Prenons-nous pour des astronautes et faisons du sport sur Terre pour garder nos os. C'est extrêmement important. Voilà. Il y a plein d'autres facteurs. Oui, j'imagine, oui, là peut-être la morphologie et tout ça, mais et du coup, qu'est-ce que tu pourrais donner, bon, rapidement, deux, trois conseils pour, donc tu parlais d'alimentation, je suppose qu'il faut faire attention au calcium, avoir suffisamment de calcium pour, Alors, il y a le point de vue nutrition. Si vraiment il y a un problème et qu'on est au stade de l'ostéoporose, il faut aller voir un médecin. Il y a des médicaments, on a des terrains particuliers, des maladies qui peuvent être. Donc, je ne peux pas donner un conseil sur des gens particuliers. De manière générale, c'est important d'avoir un apport en calcium satisfaisant, mais aussi en vitamine D, en magnésium, c'est la structure de l'os. Donc, c'est important aussi d'avoir ça. Donc, quand on ne sait pas, on demande à un soignant, enfin voilà, on se fait aider, ok? Ça, c'est important. Mais aussi l'ensemble, c'est-à-dire avoir une bonne alimentation au niveau des protéines, une bonne quantité générale de calories. Le gras aussi, quel bon type de gras on va avoir. Ça, c'est pour l'alimentation. Et pour ce qui est de l'activité physique, les recommandations, c'est d'en faire donc suffisamment, 150 à 300 minutes par semaine, de faire plutôt du sport en charge, donc avec du poids, des choses lourdes. Ça, c'est les recommandations officielles. Ce que je dirais personnellement, c'est que déjà, tout ce que vous faites, de plus, ça sera déjà bien. C'est Hmm. parfois compliqué de se dire quand on a du mal à se bouger, non mais il faut que je fasse en plus avec une haltère. Non, bah déjà, si vous prenez un escalier, si vous allez balader votre toutou, Hmm. c'est toujours ça de gagner. Ne Ouais. vous dites pas, si je fais pas, ça sert à rien. C'est toujours Oui, ça de oui. gagner. En fait, c'est de bouger un peu tout le temps, de pas rester inactive toute la journée. Et même celles qui travaillent assises pendant des longues heures, c'est bah, tous les trois quarts d'heure se lever, trouver un prétexte pour aller chercher quelque chose, revenir. Oui, oui, c'est en fait finalement tu nous dis que on n'a pas besoin d'aller dans la salle de sport tous Si les on peut. jours. Si on peut, c'est très bien. Allez-y, faites-le sans sport à outrance, hein, sachant que les sportifs de très haut niveau, il y a aussi d'autres problèmes, hein, Oui. voilà. Mais si on peut, très bien. C'est juste pour celles qui, à la base, se disent si je fais rien, enfin, si je peux pas, bah autant. Non, non. Euh, Allez vous prendre un verre d'eau.
le temps de changer de C'est salle. Vous ça. vous levez, vous changez de position, vous vous remplissez la vessie, vous devez vous relever pour aller aux toilettes. Bon, vous avez gagné 2 trajets. C'est tout bête, Oui, oui, mais on fait tomber son stylo 10 fois par jour, ça nous permet de plier les genoux, de se baisser, de voilà. faire un petit squat. On va renverser la boîte de crayons. Voilà. Mais oui, oui, non, mais c'est vrai, des fois on se met martel en tête en se disant, oh là là, mais je peux pas me bloquer 1 heure. Mais en fait, c'est toute la journée de faire des petites choses, pas prendre la voiture systématiquement si on a 50 mètres à faire ou 100 mètres. Donc, c'est ramener du mouvement dans sa vie tous les jours, un petit peu. Déjà, c'est pas mal. Exactement. Alors, je voulais aussi te demander, bon, je pense que tu as répondu déjà, hein. Je voulais te demander, euh, je vois dans mes cours, par exemple, de yoga, etc., des femmes qui ont à peu près la même vie, qui ont le même âge. Il y en a qui vont vraiment se sentir raides. Même pas se sentir, c'est qu'elles le sont. Elles sont plus raides. Euh, Est-ce que tu as une explication ou est-ce que c'est simplement, enfin, je veux dire, il n'y a pas une explication médicale par rapport à ça? Alors, C'est pas alors je dis n'importe quoi, hein, c'est pas les ligaments qui peuvent être plus serrés ou je sais pas, tu vois, quelque chose qui pourrait expliquer pourquoi, je sais pas, Nathalie, elle arrive à faire des choses que Béatrice n'arrive pas à faire alors qu'elles ont, voilà, à peu près le même âge, la même vie. ouais. Il y a, c'est pas propre juste à la ménopause. Enfin, je vois, j'ai deux garçons qui ont à peu près le même âge. Il y en a un, il se penche en avant, il arrive à toucher par terre avec ses mains, et l'autre, ça arrive au genou. Enfin, Oui, voilà. C'est pas propre à cette période-là. Il y a un point de vue anatomique, un point de vue génétique. Il y a aussi les maladies qu'on a pu avoir avant. Bien évidemment, si vous avez une articulation qui bloque, une maladie qui est survenue sur une articulation, du matériel chirurgical, bah, qui vous bloque une articulation, vous n'avez pas de soupe dessus. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a des variantes génétiques, anatomiques. Il y a le fait qu'on n'est pas tous au même stade, au même âge, hein, hormonal. Le collagène, va être influencé à la fois, on n'est pas tous pareils, mais en plus avec les variantes génétiques, hormonales, etc. Les tendons on a des tendons qui sont plus ou moins longs selon les gens. Par exemple, les hommes, les femmes n'ont pas statistiquement, hein, la même longueur de tendon d'Achille. Donc voilà. Donc on a parlé de l'arthrose. Je pense qu'il ne faut pas oublier la peur de bouger. Souvent, on est plus ou moins souple au départ, hein, mais on peut aussi devenir plus raide parce qu'on fait moins d'exercices. Donc, moins on fait d'exercices, moins on est raide. Mais aussi, plus on est raide, plus on a eu des petites choses, des choses plus ou moins graves, hein. On s'est fait une entorse, on a eu un peu mal à tel endroit. On veut protéger et donc de peur de se faire mal, ben, on va moins bouger la zone. Donc, comme on va moins bouger la zone, ben, on va avoir tendance à être plus raide et ça devient un cercle vicieux. Donc, la peur d'avoir mal, la peur de se faire mal, est un cercle vicieux qu'il faut rendre un cercle vertueux. d'accord. Donc finalement, enfin moi je sais quand j'ai des élèves qui me disent oh là là je sais pas si le yoga c'est fait pour moi parce que je suis très raide, je leur dis toujours eh ben c'est parfait, tant mieux parce que justement on voit vraiment la marge de progression. Il faut pas se dire parce que on est raide que on peut pas devenir un peu plus souple avec le temps. Et je Et dirais au contraire, c'est ouais, là où c'est bénéfique. Euh, je sais que sur Insta et d'autres choses, on voit beaucoup de femmes mettre super souple et des positions où tu dis comment anatomiquement elles sont fichues à l'intérieur. Bon, ça c'est mon point de vue médical. Mais on voit que le problème quand on est très souple de départ, c'est que souvent ce qu'il faut, c'est maintenir de la structure et des muscles autour. Et par contre, quand on est raide, c'est là où on a gagné le plus sur des yogas de souplesse. Alors, il y a plein de sortes de yoga, il y a plein de choses, mais là où on est aussi pour gagner en souplesse, c'est là où c'est important. Et ces femmes qui
parce que c'est plus souvent des femmes, hein, il y a des hommes aussi, mais qui Mhm. sont souples de nature, ben, finalement, c'est surtout du renforcement pour protéger leurs articulations qui devrait être fait plutôt. Et en fait, c'est pas les. On devrait montrer des gens pas souples sur Instagram parce que c'est ceux à qui ça ferait le plus de bien. Ces trucs tordus sans arriver Oui. jusque-là. On ne demande pas de. Non, mais complètement. Oui, oui, ouais. Et t'as raison parce que moi qui suis laxe, mais c'est comme ça. Du coup, moi, je suis vraiment obligée de faire attention à bien renforcer les muscles pour tenir les articulations, etc. Et c'est un grand plaisir pour moi de voir celles qui arrivent au cours, qui sont extrêmement raides et qui, au fur et à mesure des séances, bah, gagnent en souplesse et elles me disent à quel point ça leur fait du bien et puis ça relâche des tensions. Et donc, donc mesdames, faites du yoga. Je vais prêcher pour ma paroisse, mais aussi du renforcement musculaire. Alors, je voulais aussi te demander, on dit souvent que le corps a une mémoire. Mhm. Et est-ce que toi, dans ton travail en particulier, tu vois, tu arrives à voir, je sais pas, peut-être pas que sur les images, mais peut-être en discutant aussi avec les patients, est-ce que tu vois les traces de mode de vie des gens? Le sport, le stress, on n'a pas parlé du stress, mais ça impacte aussi, bien sûr, bah, notre corps, les blessures. Est-ce que ça, toi, tu le vois? C'est quelque chose qui se voit, ça, dans ton Alors, pas métier? directement, mais indirectement, oui, complètement. Alors, oui, on ne parle pas du stress directement, mais il est en tâche de fond de l'ensemble de tout ça, et donc à chaque fois, ça aggrave les choses. J'aime bien jouer au détective quand je suis radiologue, parce que quand on a la chance de faire des échos, des trucs comme ça, on parle aux patients. Et parfois, j'aime bien essayer de deviner les professions ou les sports des patients, quel type de sport ils pratiquent en fonction de ce que je trouve. C'est pas, c'est intéressant pour moi de trouver, mais c'est aussi parce que ça veut dire que ça amène certaines pathologies plus fréquentes. En archéologie, euh, c'est un truc que j'ai fait aussi un peu. On peut trouver sur les os des traces de métiers que les gens ont eu au Moyen Âge. Donc, imaginez, ça veut dire qu'il reste des traces sur votre corps. Des métiers, quand on a un métier manuel, les carreleurs avec les genoux, les gens qui travaillent à l'ordinateur, alors que ce soit le canal carpien, le pouce, enfin bon, on a vraiment ça. On a les activités sportives, que ça soit parce qu'on a eu une entorse, une chute, un traumatisme aigu, donc c'est-à-dire quelque chose qui est un accident, mais aussi l'usure de de certains muscles plus que d'autres. Bon, on a ce qu'on appelle le tennis elbow, le golf elbow, donc le coude du tennis, le coude du golf. C'est pas que des gens qui ont cette maladie qui ont fait du tennis ou du golf, mais bon, s'ils portent ce nom, c'est qu'on peut quand même Oui. le trouver. Ça, c'est pour la partie sportive. Et la nutrition, alors ça ne se voit pas directement. Il n'y a pas marqué celui-là ne prend pas assez d'oméga 3, celui-là, celui-là il va à McDo tous les week-ends. Mais bon, indirectement, ça retentit sur le reste du corps. D'accord. Alors, si tu avais trois conseils, des conseils simples hein, qu'on peut toutes mettre en pratique pour garder un corps solide et mobile, donc bon, ouais, je vais revenir sur notre période, hein, entre 45 et 50 ans, quels seraient ces trois conseils? L'alimentation, manger suffisamment de protéines à cet âge-là, c'est quand même la variante qui est pour moi la principale à prendre enfin, ça ne veut pas dire que les autres sont pas importantes, hein, mais à prendre en compte parce qu'on a besoin de plus de protéines pour ses muscles, mais aussi pour ses hormones, par exemple, pour avoir un meilleur euh, enfin, il faut avoir les briques pour construire, donc pour construire ses hormones, pour construire son immunité, pour construire ses muscles, pour construire. Et en fait, en tant que femme, à une période, donc comme je disais, où on essaie de faire attention à son poids, c'est pas la chose principale à laquelle on pense. Pour moi, les protéines, c'est une des principales choses à faire. On en a parlé, se bouger régulièrement, peu importe la manière, et vraiment ne pas se mettre la barre trop haut. Ça, pour tout. Enfin,
Mm. Si vous mangez pas très bien une fois, c'est pas grave, ou une fois ou plusieurs fois, si vous avez votre petit péché mignon du chocolat, mais on s'en fiche, mangez pas Ouf! toute une tablette, voilà, c'est pas toxique que pour les chiens à haute dose, quoi. Mais voilà. Et puis, beaucoup de tolérance avec soi-même et aussi apprendre à écouter son corps pour cette tolérance avec soi-même, mais aussi pour pas hésiter à les consulter parce qu'en fait, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut jouer et d'être sûr que enfin, ça soit bien lié à la ménopause. Et là, on peut agir et faire certaines choses, que ce soit des traitements hormonaux ou mode de vie. Mais parfois, j'ai vu aussi trop souvent mettre sur le dos de la ménopause, alors que, bah, en fait, elle a des bouffées de chaleur, mais elle a de la fièvre parce qu'elle a une infection. Elle a de la ménopause, mais elle a aussi des problèmes de thyroïde, puisque c'est à la même période. Donc, ne pas hésiter à aller demander. Et si votre médecin c'est pas son dada parce que malheureusement, on n'a pas tous été très bien formés sur la période de la ménopause. Alors, il faut persévérer, aller voir, insister, amener des questions précises, des signes, une liste de ce dont on se plaint, les signes qu'on a eus. Et s'il y a besoin, aller chercher l'écoute auprès d'un autre. D'accord. Et pour juste aller un tout petit peu plus loin sur ce qu'on vient de dire, donc ça, c'est des choses concrètes hein, qu'on peut mettre en place. Donc comme tu as dit, soigner son alimentation sans oublier les protéines, parce que c'est vrai que moi je vois autour de moi, des fois j'ai des amies, elles enlèvent les protéines parce qu'elles se disent ça va me faire grossir. Donc elles se nourrissent plus que de salade, voilà. Bon. Ça c'est un autre problème, donc j'essaie d'expliquer que non, comme tu dis, on en a vraiment besoin. Comme tu dis, après l'activité physique, aller voir un médecin pour en parler également. Mais est-ce que tu aurais aussi un conseil ou quelque chose, peut-être même pas un conseil, une réflexion sur ces femmes en fait qui se voient vieillir et dans nos sociétés, c'est pas toujours facile. Alors la ménopause, on va dire, vient acter ce moment enfin, moi je le vois pas comme ça, je le vois pas comme une porte d'entrée vers la vieillesse, mais c'est quand même comme ça qu'on nous la montre aujourd'hui. Du coup, est-ce que là, tu aurais mais simplement voilà, une réflexion en tant que femme de comment on pourrait aborder cette période un peu plus sereinement? Vous savez, il y a les tableaux avec ce que vous voulez faire dans votre vie, là. Vous pouvez faire mood board, je crois que ça Ah oui. s'appelle. Voilà, où on va faire, je veux un yacht, le truc qui me plairait pas du tout, mais bon, voilà, vous voyez, voilà, je me souviens de quelqu'un qui montrait un yacht, une montre, une grosse voiture. Bon, voilà. Et ben, je pense qu'on peut aussi se faire des références avec des gens qu'on connaît ou que ça soit personnellement ou des stars qui sont épanouies à cette période de vie. Il y a beaucoup de personnes connues qui parlent de leur ménopause en ce moment et ne serait-ce qu'avoir sur Pinterest ou quoi, de se faire un petit tableau avec des images de femmes super badass, super belles, super canon, qui n'ont pas fini leur vie parce que ça y est, elles sont ménopausées, mais on n'est pas réduit à notre statut hormonal. Je pense que c'est inspirant parce que c'est un domaine qui est particulier. Déjà, c'est très compliqué. Quand on a 50 ans, 60 ans, maintenant, on n'a pas eu l'enfance qu'ont les enfants de notre époque. On est né il y a plus longtemps. Et il y a peut-être eu des femmes beaucoup plus ouvertes, mais moi, quand j'ai eu mes premières règles, on parlait pas trop de ça. Il faut pas parler des règles. C'est quelque chose de bon. Et donc Je ne- en plus, voilà. Donc ce côté-là, le côté, il faut avoir à tout prix des enfants, voilà. Et en fait, on se sent un peu fini sur quelque chose qui est ou en plus c'est que ouais, il faut être magnifique, jeune, gna gna. Mais en fait sur quelque chose qui est très particulier parce qu'on n'a pas le droit d'en parler. On est censé rester canon, mais ne pas parler de ça. On est censé, mais on peut pas. Enfin, les hommes ils perdent leurs cheveux et il y en a qui peuvent se faire des voilà des implants, mais au bout d'un moment on se bat contre le vent, on va se battre forcément contre le vent. Alors, quitte à faire, enfin, parce qu'au bout d'un moment, vous connaissez beaucoup de gens de 80 ans qui ressemblent à des filles de 20 ans. On se bat un peu contre le vent. Donc, autant trouver des modèles qui montrent que c'est pas parce que on a plus ses règles, que on est
on n'a pas la peau de quelqu'un qui a 20 ans, que c'est fini. Il y a la plupart des dirigeantes qui ont du succès de ouf, elles les ont pas à 20 ans. Les femmes les plus épanouies, comme je l'ai dit au début, c'est pas des gens qui ont 20 ans. Et donc, c'est tellement personnel avec le fait qu'on ne parle pas de nos règles, de nos bouffées de chaleur, vous voyez, beaucoup de gens au boulot, enfin, qui disent ah, je suis fatiguée là, mes bouffées de chaleur, j'en peux plus. Tant mieux si ça commence à rentrer dans l'ordre, mais c'est quand même pas le truc le plus répandu. Mais affichons au boulot un statut de femme ménopausée, c'est des stars quoi. Enfin voilà, je vais un peu loin, mais Oui, oui, non, mais je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est vrai que des fois, d'avoir des références, ça permet de se dire, bah, tout est possible. Et pourquoi pas moi? Donc c'est de se trouver aussi peut-être une communauté, des amis pour faire des choses ensemble. Je crois beaucoup aussi à ça, en fait, à l'échange, à se retrouver et à pas rester seul, quoi. Parce que en des fois, parler à en parler aux gens à qui on a confiance s'il y a besoin à des gens de l'extérieur, à se renseigner parce que c'est pas normal de rester avec des symptômes, parce que c'est juste la période de la vie à faire, parce qu'on n'a pas le moral. En parler, c'est hyper important. Mhm. Oui, ça dédramatise comme ça. Alors Anne-Laure, bah écoute, je termine toujours par cette question. Si tu as un rituel bien-être ou et beauté, est-ce que tu acceptes de le partager avec nous? Euh, J'en ai plusieurs, mais je vais rester sur un parce que je suis trop bavarde. Non, pas du tout. Euh, je dirais, on a parlé des protéines, donc on va rester sur ça. Il y a des petits trucs faciles pour augmenter ces protéines. Ne serait-ce que de prendre de la farine, des pâtes ou du riz qui soit complet ou semi-complet. Ça change pas grand-chose si on n'est pas un pâtissier de compétition ou un cuisinier de compétition. Et ça permet, l'air de rien, d'augmenter un peu les protéines sans avoir besoin de changer son alimentation de A à Z. Les petits poissons, si on n'est pas végétarien, c'est super pratique. Une boîte de sardines, c'est pas cher, facile à avoir. Ça vous apportera des protéines, des oméga 3, c'est bonus complet et c'est pas compliqué. Parce que changer son alimentation complètement, c'est compliqué. Juste, voilà, prendre plutôt les variantes qui ont plus de protéines. Il y a des protéines en plus en poudre si on a besoin, donc il faut bien les choisir, mais c'est facile de mettre une cuillère dans un yaourt, quelque chose comme ça. Mais au moins, juste ne serait-ce que le type de farine a changé, enfin, à part au supermarché où on choisit le paquet d'à côté, c'est pas compliqué. D'accord. Bah écoute, merci. Au moins, comme tu dis, c'est pas compliqué, c'est facile à suivre. Bah, un grand merci, Anne-Laure. Je pense que on refera certainement un podcast si tu es d'accord pour aborder Avec plaisir. d'autres sujets. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour ton temps. Et puis, bien sûr, on pourra te retrouver parce que tu proposes beaucoup de choses. Donc, je mettrai tous les liens pour qu'on puisse te retrouver facilement dans les notes de l'épisode. Donc, bah, merci à toi. Et puis, bah, à celles qui ont écouté, merci beaucoup aussi. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.